le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé une interview à Madame Tina Salama, une interview qui a été relayée par beaucoup de médias, une interview qui est passée le samedi sur la télévision nationale. Quelques propos importants ont été prononcés par le chef de l'État. Il est passé en boucle la situation du pays actuellement. Je vais prendre quelques aspects de son discours. L'aspect sécuritaire particulièrement. On commence par celle-là. Celui-là, pardon. Je ne crois pas que ça soit la solution, celle de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, mais plutôt de mettre la pression sur le régime de Paul Kagame. La guerre, pour moi, restera la dernière option. Nous comptons sur les partenaires internationaux pour imposer des sanctions au Rwanda. Vous avez suivi les prophètes de malheur dire que Goma va tomber. Goma ne tombera pas. Mon plus grand regret, on prend l'aspect politique, mon plus grand regret reste la fin de la coalition FCC-Cash. Malheureusement, ils ont cru que le pouvoir était fait pour eux. Ils pensaient que sans eux, le pouvoir n'existerait pas. J'ai vraiment beaucoup regretté. On l'a fait pour le bien du pays. Malheureusement, ça n'a pas marché. On ne peut pas continuer à faire le deuil. Au niveau des droits de l'homme, aspect droits de l'homme, je tiens à vous dire que je ne serai jamais dictateur. Si les opposants peuvent dire que je suis dictateur et rentrer chez eux, là, ça veut dire que je ne suis pas dictateur. Ils ont mis le maréchal dehors. Ils sont venus avec une cohorte d'armées étrangères qui a sonné les débuts de nos malheurs, qui continue jusqu'aujourd'hui. C'est parce que l'AFDL est venue avec des armées étrangères ici qu'on ne peut même placer ici, on sait même qu'on a placé un étranger à la tête des forces armées. Et donc, on ne peut pas continuer dans cette logique. Devant Dieu, je ne suis jamais intervenu, dans aucun cas, dans ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un dans notre pays. S'il y a un bémol, l'aspect judiciaire, s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je ne suis pas vraiment satisfait du bilan récolté jusqu'ici dans l'arène judiciaire, dans l'aspect judiciaire, parlons-en. Voilà, c'est un peu l'essentiel qu'on a retenu de ce discours du président. Mais entre-temps, l'actualité n'est pas que cela. L'ODEP a également publié un rapport sur la situation sociale du pays. Pour l'ODEP, la guerre russo-ukrainienne n'est pas la cause de la cherté de la vie en RDC. Pour l'ODEP, il y a quelques faits qui sont justement importants, qui sont donc la cause de cette cherté de la vie. Premièrement, il y a la perpétuation du système néocolonial, l'inspiration des théories libérales inadaptées pour élaborer des politiques publiques, la complicité des classes régnantes et avec l'impérialisme, fléau de la corruption et détournement des recettes publiques qui dominent justement la gouvernance. Affaire, trafic d'organes. Silvano Kasongo, chef de la police ville de Kinshasa, dément les rumeurs et fausses informations sur l'enlèvement et le trafic d'organes. On va se rendre enfin à l'étranger pour donner cette nouvelle pour un troisième mandat. Le président gabonais s'est prononcé. J'annonce officiellement aujourd'hui que je suis candidat. Je sais qu'ensemble, tous ensemble, unis par la volonté de Dieu, nous gagnerons. C'est le président gabonais Ali Bongo qui est au pouvoir depuis 2009. C'est parti pour la grande tribune, mesdames et messieurs. Deux sujets nous réunissent aujourd'hui. Justice, pourquoi le chef de l'État est insatisfait. Deuxièmement, quand est-ce qu'une coalition parlementaire, je le souligne, quand est-ce qu'une coalition parlementaire se forme-t-elle et se dissout-elle? On va rester dans les principes et dans la loi. Quatre invités tendance opposée, aussi indépendants. Je commence par Maître Freddy Mamba. Bonjour Maître Freddy, merci beaucoup de votre présence dans Grande Tribune de ce jour. Bonjour Dan et merci de l'invitation. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné les souffles de vie, d'autant plus qu'il a déclaré dans sa parole, que je vous l'ai dit, quiconque confessera mon nom devant les hommes, je le confesserai aussi devant les anges des dieux. Voilà, donc c'est cela. J'invite tous ceux qui nous suivent à compter sur le Seigneur Jésus-Christ parce que
c'est lui qui en lui a une puissance capable de décanter n'importe quelle situation. Et je salue aussi tous les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux. J'espère que, comme on dit, de la discussion, on est éclairci. J'espère que toutes les réflexions que nous allons développer sur ces plateaux vont faire en sorte que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent vont se reconnaître à travers tout ce que nous aurons à dire. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup, monsieur Maître Freddy Mwamba. Monsieur Christian Moleka, bonjour aussi. Bonjour. Coordonnateur de la DIPOL. Ouais, de la dynamique des politologues de RDC. Je profite d'ailleurs pour saluer tous les Congolais qui nous suivent et les politologues particulièrement. Mais voilà, c'est notre statut, également consultant, chercheur et penseur. Merci beaucoup, monsieur Moleka. Monsieur Pompon-Joly, bonjour aussi. Bonjour, dame. Politologue également, chercheur à l'Assemblée nationale. Vous serez en tout cas très important sur la question de parlementaire, hein, dissolution et formation de la coalition. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Yves Badjoko, cadre à la Mouka de monsieur Martin Fayulu. Comment vous allez, monsieur Yves? Secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse de l'ESID et par ricochet membre de la MOCA, bien sûr. Je vais comme va le pays, hein. Je vais avec un niveau d'insalubrité qui a atteint des proportions alarmantes dans la ville de Kinshasa et pour lequel M. Ngobila ne s'en soucie nullement. Il est préoccupé, comme d'habitude, par autre chose. S'il n'est pas chanté par les musiciens, il est préoccupé par chanter pour Félix Tshisekedi en lieu et place de faire son travail. Il chante pour Félix Tshisekedi? Ben oui. Il chante? Il chante. Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Si vous voulez, je veux dire qu'il fait les djalélos, comme ça ce sera plus spécifique et ça se cadrera plus avec ce qu'il fait, en lieu et place de s'occuper des problèmes de la population. À part ça, vous avez un biscuit? Non, pas de biscuit de manière spécifique. Nous attendons toujours le retour du président de la CENI, M. Kadima, qui a annoncé qu'il reviendrait vers nous sur les questions que nous lui avons soumises lors de la rencontre avec les 4 candidats à la prochaine élection. Nous avons demandé effectivement de publier la liste de toutes les personnes enrôlées. Ce n'est toujours pas fait. Et nous attendons aussi sa décision, notamment de la plénière, en rapport avec un nouvel audit du fichier électoral. Merci beaucoup. Monsieur Christian Moleka, un biscuit aussi? Non? Petit biscuit de l'émission, j'ai été toute la semaine sur terrain, la semaine passée sur terrain, et j'ai été particulièrement frappé par une demande des chefs de rue. La République du Congo n'arrive pas à donner un statut clair à ceux qu'on appelle chefs de rue et qui travaillent comme bénévoles. Alors que nous sommes en train de rechercher une réponse à la situation sécuritaire, notamment avec les phénomènes courants dans la ville, et qu'ils représentent un segment important de la territoriale locale chez nous. Donc c'est un coup de cœur envers tous les chefs de rue qui nous suivent et qui sont vraiment préoccupés par leur statut. D'accord, merci. Moi, je n'ai pas droit au biscuit. Ah, bien sûr. Bien sûr, donc j'aimerais, n'est-ce pas, informer l'opinion qu'André Flao, qui est un parlementaire belge, était au Sud Kivu, où il est allé visiter les différentes infrastructures qui ont été construites par le professeur Modeste Bahati, l'université, il y a eu des écoles, voilà, les logements des professeurs, tout ça. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il a construit cela à Katana, dans les villages, de telle sorte que les conditions qui sont dans les milieux urbains puissent aussi avoir lieu dans les milieux ruraux, n'est-ce pas? Il est véritablement en phase avec la vision du président de la République, celle de faire en sorte qu'il y ait, au lieu qu'on parle de l'exode rural, mais qu'on parle plutôt de l'exode urbain, que les gens quittent les centres urbains vers les coins reculés de la République parce qu'ils peuvent trouver les conditions qu'ils ont trouvées dans les milieux urbains, ils peuvent trouver ces mêmes conditions dans les milieux ruraux. Donc voilà, donc en fait c'est un exemple à suivre parce qu'en tant qu'autorité, on a aussi une responsabilité d'exemplarité, de montrer l'exemple, on montre la voie de telle sorte que même les générations futures qui viennent puissent en fait emboîter les pas. Voilà, merci beaucoup, Maître Freddy Mwamba. Enfin, quelques secondes pour laisser un biscuit? Non. Pas du tout. Très bien, on aborde directement le premier sujet, justice. Pourquoi le chef n'est pas satisfait? Il a dit, s'il y a un bémol, donc un des regrets de son mandat, c'est que la justice ne réponde pas aux attentes. Ces attentes
donc relevée. La justice devrait normalement être une justice qui répond aux attentes de la population. Alors, je pose la question, je commence avec Maître Freddy, vous êtes juriste, le chef de l'État, le chef de votre regroupement politique, hein, on peut dire ça comme ça, l'autorité de référence n'est pas d'accord avec... c'est dû à quoi selon vous? Bon, le problème qu'il y a, c'est le fait que, parce qu'il faut dire aussi que les populations congolaises aussi ont l'habitude de réclamer à corps à cri une justice plus juste, ce qui fait que, ce qui démontre à suffisance qu'il se pose un sérieux problème au sein de notre appareil judiciaire. Vous avez parfois des magistrats véreux qui ne font pas leur travail, qui ne font pas les travaux pour lesquels ils sont là, comme il faut, et qui se laissent parfois corrompre aussi, hein, ce qui est vraiment dommage, parce que, et pourtant, ce qui est important, c'est ce qui compte beaucoup plus, c'est plus l'éthique plutôt que les conditions. Que magistrats qui sont, Non, pas plus des magistrats véreux, mais il y en a parmi eux. Il y a parmi ces magistrats ceux qui sont véreux. Vous savez, ceux qui font preuve d'une sorte de cupidité. S'il y a quelque chose pour laquelle le chef regrette, c'est que cette justice ne soit pas une justice qui répond aux attentes de la population. Donc ça veut dire que cette justice, on dira, elle a échoué. Mais c'est tout ce que nous sommes en train de dire, et je pense que le président de la République a mis tout en œuvre pour que toutes ces tares-là que nous constatons, ou bien tout ce qui gangrène la justice, soit aujourd'hui mis de côté, parce qu'il y a eu un certain nombre... Il y a cet aspect-là, des magistrats véreux qui sont assoiffés d'argent, qui sont corruptibles. Il n'y a que cet aspect-là qui fait que la justice échoue pendant ce mandat. Bon, à part cela, moi je ne vois pas un autre aspect que nous pouvons soulever. Les autres parleraient par exemple des conditions des magistrats, mais moi je dirais, parce que moi je suis toujours opposé au fait qu'il faut que les magistrats puissent être tellement dans de bonnes conditions pour faire un bon travail. Je me suis toujours opposé à cela parce que je considère que c'est un problème d'éthique. Lorsque vous avez, sur le plan de la moralité, vous êtes irréprochable, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir des millions pour faire votre travail. C'est aussi quelque part un peu comme une vocation, un peu aussi comme un sacerdoce. Vous voyez, c'est un peu comme un sacerdoce aussi. Je pense que... il avait aussi dit que la justice est théâtralisée. Ça renvoie quoi selon vous? Bon, dans le sens que vous avez, c'est comme vous avez suivi lors du procès qui a eu lieu au niveau du ministère de l'Intérieur, où les gens étaient en train de déplorer le fait qu'à chaque fois qu'on arrêtait, parce qu'il y a plusieurs repris de justice parmi les personnes qui ont été condamnées. Ça veut dire que c'est des gens qui ont toujours été arrêtés, des récidivistes, mais qui sont libres. Et d'autres ont même déjà, il se pourrait que parmi eux, il y en a qui ont même été condamnés à mort. Mais on ne sait pas comprendre comment ils se sont retrouvés à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, des manigances qui ont fait en sorte que toutes ces personnes-là soient libérées, soient à l'extérieur. Et donc le président de la République, au lieu, n'est-ce pas, disait de l'omerta, parce que en tant que chef de l'État, vous pouvez se dire, c'est moi qui suis à la tête de ces pays, même s'il y a cette situation-là, et faire fi de cette situation, et se dire que sinon je vais m'exposer devant le public, n'est-ce pas? Mais comme il s'agit d'un chef de l'État qui est sincère, et il s'est dit, il faut qu'il dise la vérité à la population congolaise, parce que les chemins, il est long. Il reconnaît qu'il a échoué. C'est en d'autres termes ça qu'on doit comprendre. Non, il faut dire qu'il reconnaît que nous étions vraiment dans les précipices. Comprenez? Il reconnaît que nous étions dans les précipices, mais il y a des efforts qui sont fournis dans le sens de faire en sorte que nous puissions sortir des lornières. Et je pense que je peux même vous donner un cas, les cas des magistrats du Bas-Congo qui ont été jugés dernièrement. Donc ça démontre à suffisance qu'il y a quelque chose qui a commencé, et je pense qu'il faut pouvoir conforter de telle sorte que les magistrats puissent pas commencer à bien se comporter, à être orthodoxes. Votre lecture de cette insatisfaction du chef de l'État, selon vous, c'est dû à quoi? Pour cette première question, vous aurez pu repasser en boucle toutes mes interventions dans vos émissions, où nous avons déjà dépeint cette situation catastrophique de la justice de notre pays. Je salue quand même le courage de Freddy de passer sur ce plateau pour essayer quand même aller
cette fois, il abonde dans le même sens que nous avons toujours abondé, parce que M. Félix Tshisekedi s'est exprimé, mais dans les jours passés, il nous contredisait farouchement en disant que la justice était sur des bonnes voies et sur des bons rails. Mais vous savez, la justice, effectivement, devrait être sur de bons rails lorsque l'on entend un président d'une assemblée ou d'une institution aussi importante que le Sénat qui construit des universités et des écoles. J'aurais espéré que Freddy nous dise quelles ont été les sources de financement. Si Freddy ne le dit pas, j'espère que la justice... Quel est le principe qui a été biaisé? Il n'a pas le droit en tant que citoyen congolais. J'aurais bien aimé connaître quels sont les revenus de Modeste Bahati pour remplacer, se substituer quasiment à l'État. Qui a une longue carrière politique, qui n'a pas commencé... Voilà, c'est très intéressant. Donc ça veut dire que lorsqu'on a une longue carrière politique, ça veut dire qu'on est financièrement aisé. Et si... D'abord, avant d'être politique, c'était d'abord un entrepreneur. Il faut que il a commencé d'abord par être un grand entrepreneur avant de devenir politique. Vous n'avez pas la parole. Respectez le temps d'antenne de votre co-débatteur. C'est une réalité qu'on comprend quand on est en politique, on se fait plein la poche. Vous savez, qu'est-ce que c'est la définition de la corruption? La corruption ne s'applique pas à vous et à moi. La corruption ne s'applique qu'aux personnes qui ont des responsabilités publiques ou qui sont de l'administration publique. Si vous me dites ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, moi je ne vous dis pas ma pensée. Je vous donne l'explication. Je vous donne la définition de la corruption. La corruption, c'est ça. Moi, je ne peux pas vous corrompre d'après la loi, normalement. La corruption se fait toujours en faveur d'une personne dépositaire d'un pouvoir public ou d'une personne reposant de l'administration publique. Et si vous me dites ça, lorsqu'on voit le taux de corruption dans notre pays, je serais tenté de croire que M. Modeste Bahati serait un grand corrompu, un corrupteur. Je ne m'avancerai pas jusque-là, mais vos reproches m'emmèneraient vers cette réflexion. La justice, je serais très, très intéressé lorsque vous dépeignez M. Félix Tshisekedi comme étant un président d'un regroupement politique. Est-ce que ceci ne contredit-il pas le statut qu'il a usurpé avec les élections de 2018? Non, j'ai dit autorité de référence. Mais ça ne change rien, ça reste une personne qui devrait être neutre par rapport à toute la population. Si elle est autorité de référence de mon ami Modeste Bahati, de mon ami Freddy Mwamba, qu'en est-il de moi? Est-ce que le statut d'autorité de référence est-il reconnu dans la loi au niveau de la Constitution? Je ne pense pas. Mais c'est juste un qualificatif qui démontre que c'est lui le concepteur de... Mais vous ne dites rien, la vision. Vous êtes dans la même chose. Mais ça ne change rien. Qui a insufflé la mise en place lorsqu'on occupe des fonctions telles que celles qu'il a, on ne peut pas se prévaloir d'être autorité de référence, président, concepteur d'un regroupement politique. Ça, c'est contradictoire. Et j'ose encore espérer que la justice pourrait faire la lumière. Mais la justice est théâtralisée. C'est M. Félix Tshisekedi qui l'a dit depuis très longtemps. Ma question est, pourquoi le chef est insatisfait? Parce que votre première intervention, vous êtes attaqué à M. Bahati. Deuxième intervention, vous êtes attaqué à M. Tshisekedi. Ma question reste... jusque-là, non. Je ne m'attaque ni à M. Félix Tshisekedi ni à M. Bahati, mais j'interpelle simplement la justice qui doit essayer de voir les agissements des uns et des autres pour pouvoir qualifier les faits. Voilà, ça c'est un fait. Je n'ai pas pour habitude de m'attaquer à des individus. Pour revenir à votre question, je disais que la justice est théâtralisée. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de M. Félix Tshisekedi. Mais mon co-débatteur l'appellerait magistrat suprême. Et qu'est-ce qu'il a fait pour remettre en ordre cette justice qui est théâtralisée? Lorsqu'ils sont arrivés en responsabilité après le hold-up électoral, il faut toujours le préciser, ils étaient les chantres de l'état de droit. Et voilà. Et lorsque mon frère Freddy Mwamba évoquait les Saintes Écritures, je rappelle, dans les Saintes Écritures, on dit que la justice élève une nation. Et l'échec de M. Félix Tshisekedi sur les questions de justice prouve son échec sur toutes les autres questions, économiques, sociales, politiques et tout ce qui va avec. Jusque la justice ne marche pas bien, tous les secteurs de la vie ne marchent pas assez. J'évoque les Saintes Écritures annoncées par mon co-débatteur Freddy Mwamba, qui soutiennent tout développement par une justice équitable. Et si la justice n'est pas équitable, tout le reste ne peut pas l'être. Il ne peut pas avoir des distributions sociales de revenus et tout ce qui va avec. Mais comme pour revenir à ce que j'ai dit, la justice est théâtralisée, mais elle est théâtralisée par qui? Par le magistrat suprême de Freddy Mwamba. Parce que moi j'ai dit toujours que j'ai honte, permettez-moi, j'ai toujours dit... En quoi faisant? Mais
Mais voilà, j'en arrive. Je dis par exemple que j'ai honte d'être le compatriote de la ministre de la Justice, qui nous a crié à tout va qu'elle recherchait M. Bakonga, qu'il serait sorti de prison frauduleusement, qu'il se serait inséré sur une ordonnance présidentielle de manière frauduleuse. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, M. Willy Bakonga siège à l'Assemblée nationale. Comment vous pouvez expliquer ça ? Comment vous pouvez expliquer qu'on a une ministre qui a crié pendant des jours et des semaines qu'elle recherchait un individu, oui, il a été arrêté, condamné, mais qui n'aurait pas bénéficié de grâce et qu'il est à l'extérieur. Comment vous pouvez expliquer ? Tout à l'heure, il y a je pense une année ou une année et demie, il y a une sélection des magistrats qui avait été faite. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi il n'entre pas en fonction ? Monsieur Mwamba dit que... Il y a un magistrat aujourd'hui avec qui j'ai parlé. Il est déjà... Oui, c'est en cours depuis 2 ans. Alors que la justice pose problème indubitablement. C'est quand même un pas qui est fait, M. Yves Badjoko. Mais un pas qui est fait pour juste aller faire une présentation pour mirer un certain bien-être et oublier le reste. M. Mwamba a dit quelque chose de très grave en disant qu'il ne voudrait pas s'attarder sur les conditions sociales des magistrats. Mais imaginez un magistrat qui ne répond pas à des conditions sociales favorables. Comment vous voulez expliquer qu'elle rende la justice de manière équitable quand elle-même a des problèmes? Imaginez un magistrat qui doit aller à Gungu, où il n'y a pas d'infrastructure, qui a des enfants, qui doit envoyer ses enfants à l'école, mais il n'y a pas d'infrastructure scolaire, en espérant que M. Bahati pourrait en construire quelques-unes. Je prends la parole. Alors, vous voulez qu'il rende la justice de manière équitable? Non. Maître, M. Christian Moleka, votre point de vue, quelle est votre lecture? Ma lecture à moi, c'est que plutôt que de parler d'insatisfaction, le président aurait dû, de mon point de vue, évaluer les politiques mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer la situation de la justice. Ça veut dire, comme gouvernement, voici ce que le gouvernement Sama Lukonde 1 ou Sama Lukonde 2 a posé comme jalon pour améliorer le secteur judiciaire. Et voici où nous en sommes en fin de mandat. Vous remarquerez que de manière assez... Ce n'est pas le fait qu'il a la somme de toutes les actions posées, toutes les réformes qui ont été entreprises. Et pendant les 5 ans, il a constaté que ça n'a pas donné. Oui, mais le mieux aurait été de nous dire, voici les réformes qui ont été mises en place durant les 5 ans. Au niveau de la justice, dans le secteur de la justice, nous avons mis en place telle réforme. Il faut saluer le fait qu'on a recruté, parce qu'on avait une carence des magistrats. On a recruté 5000 magistrats pour combler cette carence-là. Voilà, nous avions recruté 5000 nouveaux magistrats pour combler la carence. Ces magistrats ne sont pas déployés. Pour quelles raisons? Voici les problèmes qu'on a trouvés en termes de conditions de vie de magistrats, en termes de salaire. Voici les efforts que nous avons fournis comme gouvernement pour améliorer les conditions de vie. Et ce n'est qu'au terme qu'on fait la conclusion de satisfait ou non des efforts fournis. Je crois que c'est un raccourci qui ne vide pas le débat de fond, qui aurait été une présentation plus extensive de l'effort du gouvernement dans le secteur judiciaire. Parce que, de mon point de vue, j'ai comme le sentiment qu'il y a très peu d'efforts qui ont été fournis. Alors que le président... Ça reste une impression. Oui, je parle bien de mon point de vue. D'autant plus que le président, lorsqu'il prend le pouvoir, il met l'accent sur l'état de droit, il met l'accent sur la lutte contre la corruption. Et à l'époque, beaucoup de solutions lui sont proposées, notamment la création, par exemple, d'un parquet financier, ou permettre de mieux traquer les cas de corruption. Le président prend l'option de créer l'autorité, l'agence de lutte contre la corruption, qui est placée sous sa direction, c'est qui est un choix politique, plutôt que l'option d'un parquet financier qui était proposé par certains. Vous parlez de l'IGF. Vous parlez de l'IGF. Non, je parle de l'agence de l'APLTC qui a été créée sous son leadership. Okay. Et également l'activation de l'IGF comme un mécanisme de contrôle externe. Maintenant, tout cela aurait pu aller plus loin si c'était accompagné de la réforme judiciaire. Parce qu'on a vu, par exemple, que tous les différents rapports, en fait, l'essentiel des rapports présentés par l'IGF, ne sont pas allés au terme de leur démarche, parce qu'au niveau de la justice, soit il y avait un non-lieu, soit il y avait une libération des condamnés. Qu'il s'agisse du cas Bakonga soulevé ici, qu'il s'agisse du cas du ministre de la Santé passé, tous les dossiers, l'essentiel des dossiers présentés par l'UGF de la justice ne sont pas allés jusqu'au bout de leur terme, parce qu'au niveau de la justice, il y avait des non-lieux ou des sorties spectaculaires, et donc il y a un sérieux problème de la justice, et d'un point de vue structurel, les réformes de fond n'ont pas permis de changer les choses. Et le reconnaître, c'est bien, mais aller plus loin, c'est de détailler ce que le gouvernement comme effort a pu déployer. Si le chef déjà reconnaît qu'il y a ces erreurs, il y a eu plutôt les réformes n'ont pas donné les fruits attendus, je pense que normalement il devrait sanctionner pour que son action puisse porter des fruits. Il devrait sanctionner les responsables, la personne qui dirige le ministère de la Justice, Madame la ministre... Elle a été reconduite. Elle a été reconduite. Je crois que
comme je dis, c'est une partie de la responsabilité du chef de l'État de reconnaître, oui, que les efforts n'ont pas été faits, mais on aurait dû avoir un débat de fond. Le débat des fonds, c'était, voici ce que le gouvernement a fait. Puisque le président a tenté de présenter en quelque sorte le bilan de son action, c'était une sorte de pré-bilan, il aurait dû, c'est pas lui de parler dans le gouvernement, mais voici ce que mon gouvernement a fait, ou voici ce que le gouvernement a posé comme jalon, qui devait améliorer le secteur judiciaire. Pas uniquement judiciaire, mais également le système carcéral. Parce qu'on l'a vu, avec le kidnapping, que beaucoup sont entrés en prison. Ils sont sortis plus radicalisés. C'était des petits voleurs de télévision dans les maisons et qui sont sortis en voleurs, en kidnappeurs de véhicules. Ça veut dire que nos systèmes carcéraux, plutôt nos systèmes carcéraux, radicalisent les gens. Ce ne sont pas des lieux de rééducation. Ce ne sont pas des lieux de rééducation. Les gens sortent plus voyous comme qu'ils étaient entrés. Et donc, il y a une remise en question importante, mais il ne faut pas se limiter à la remise en question. Il faut évaluer qu'est-ce qui a été mis en place comme politique publique et pour quels résultats. Et pour quels résultats? Vous avez parlé de corruption tantôt là. Si la justice n'a pas fonctionné comme il le faut et donc parfois des conséquences, même la lutte contre la corruption aussi serait un échec. Mais c'est un volet important. On ne peut pas faire la lutte contre la corruption sans la justice. Parce que l'IGF fait un travail en amont d'enquête, de collecte de données, mais ce n'est pas à l'IGF de rendre justice. L'IGF va transmettre les dossiers au niveau des parquets. Et ce sont les parquets qui vont aller en instruction et éventuellement condamner. Donc la volonté de lutter contre la corruption a buté du fait qu'on n'a pas apporté les réformes nécessaires dans le secteur judiciaire. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu de réformes nécessaires dans les secteurs judiciaires. Monsieur Pompon-Joly, je rappelle que c'est la première participation dans Grande Tribune. Voici la question. J'aimerais que vous puissiez aussi répondre à la même question, telle que mentionnée sur la feuille de route que vous avez devant vous. Okay. Est-ce que la justice, pourquoi le chef n'est pas satisfait? Bon, merci d'abord, cher Dan, pour la question et pour l'invitation. Vous avez dit que c'est la première fois, mais je prierai que ça ne soit pas la dernière fois aussi. D'abord, la justice élève une nation. Une nation sans la justice, je ne sais pas si on parlera d'une nation. Même la Bible le reconnaît aussi. Le président, au début de son mandat, il a parlé de l'état des droits. En fait, lorsqu'on parle de l'état des droits, il y a l'architecture de l'état, il y a une séparation des pouvoirs. Vous pensez qu'il y a le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Bien que lui, par la Constitution, lui donne quand même le pouvoir d'être un arbitre. C'est-à-dire, lorsqu'il fait une émission avec sa porte-parole, c'est déjà, ça laisse à désirer parce que la porte-parole va poser des questions qui vont plaire au chef. Moi, je crois qu'en amont, il fallait un travail d'abord et chercher un tableau synoptique. Les experts dans tout domaine, les entrepreneurs, les juristes, les politologues, chacun d'eux vient avec une question et poser au président de la République. Alors là, vous entrez dans la forme de l'organisation. Exactement, l'organisation de la forme n'a pas été bonne, il n'y a pas eu assez de préparation. Je pense non. Il aurait fallu qu'il y ait des journalistes qui sont en train d'exercer, parce que madame n'exerce pas. N'exerce plus, surtout qu'elle est dans la présidence. C'est elle qui porte la parole du chef de l'État. Donc je ne pense pas qu'elle pouvait poser une question qui pourrait peut-être déranger le chef de l'État ou une vraie question que la population attendait par exemple. Toutes les questions posées, on ne peut pas être à la fois juge et parti. Donc, elle représente le président, elle pose des questions au président de la République. Tandis que nous sommes dans une période vraiment électorale, il y a eu des questions pertinentes que le peuple a entendues. C'est comme quelqu'un qui est votre porte-voix, qui vous interroge. Je pense que c'est non-sens. Je pense que c'est non-sens. Il fallait une équipe où, en amont, l'équipe devrait d'abord aller dans des états-majors pour poser des questions, venir maintenant avec des questions pour poser le chef de l'État. Et le chef de l'État, vous savez, dans la vie, lorsque vous avez une posture d'esquisse, de justification, son débit de l'échec, ce n'est pas intéressant. Le chef ne se justifie pas, le chef agit. C'est quand même si il a raté un billet et puis il commence à dire non, c'est à cause de la défense ou des numéros 7 que je n'ai pas pu marquer. Non, non. Vous devez assumer vos responsabilités. Je pense que le problème chez nous, ce n'est pas les discours. On a fait des... S'il vous plaît, restez sur la thématique du jour. J'en arrive. Parce que là, Non, c'est-à-dire le chef... beaucoup de choses. Non, le chef a
parlé de la justice. Il a condamné sa justice systématiquement, mais en oubliant que la justice, c'est l'homme qui est l'épicentre de tout. Vous avez suivi le procès des kidnappeurs entre le magistrat et les big boys. Vous savez, c'est lui qui est un expert. Les big boys. Les kidnappeurs là, le messieurs là, les kidnappeurs. Oui. Un expert qui pose des questions, un kidnappeur. Mais vous avez vu vous-même comment les kidnappeurs a joué avec les magistrats. Non, posez d'abord les autres questions, moi je répondrai après. Et moi j'attendais à ce que le magistrat puisse répondre ou parler en tant qu'un expert au kidnappeur, mais au finish, il a obtempéré pour poser à une autre personne. Vous voyez déjà, ce genre de magistrats dans un pays qui vient payer un état de droit, ça pose un problème. Vous savez, un état de droit, c'est aussi un état démocratique. Alors, lorsqu'on parle de la démocratie, c'est la nomocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans se référer à un test. Très bien. Vous voyez? Alors ça, je crois que c'est vraiment un problème par rapport à notre pays. Très bien. Et l'ami vient de le dire. Il y a eu des arrestations. Moi, je suis au niveau des parlements. La première fois que j'ai vu l'ancien ministre de l'enseignement, j'ai été déboussolé pendant qu'il était encore détenu. Et il sait jusqu'aujourd'hui, il est à l'aise. Vous voyez? Tout ça, ça pose un problème. Donc les présidents... Maître Fodi va répondre à cette question en tant qu'expert de justice, hein, professionnel de justice. Il est juriste. Merci beaucoup, monsieur Pompon-Joly. Alors, je prends le deuxième tour de table, 2 minutes chacun. On va prendre le deuxième sujet. Alors, cette question, la question de monsieur Bakonga, particulièrement, avant d'abord qu'on prenne l'autre question. Comment expliquer qu'il a été condamné? Il a été arrêté, condamné, et même la ministre a dit qu'il devrait normalement retourner en prison. Le mécanisme par lequel il est sorti, on ne sait pas le dire avec précision. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur ce que l'ami a dit. Il m'a d'ailleurs tendu la perche lorsqu'il a parlé de la séparation du pouvoir. Tu dis que le président de la République... Bon, avant de parler de la séparation du pouvoir, je vais d'abord revenir sur la forme. C'est-à-dire, le service du porte-parole du chef de l'État a plusieurs comptes. Les comptes Facebook, les comptes Twitter, ils ont plusieurs comptes. Maintenant, sur ce compte-là, ils ont coutume d'interagir avec les compatriotes congolais. Plusieurs compatriotes ont posé des questions au service du porte-parole du chef de l'État. Ils ont dit qu'ils voulaient entrer en contact avec le président de la République pour lui poser un certain nombre de questions. Parce qu'ils ont l'habitude de les faire avec les services du porte-parole. C'est comme ça qu'on posé les problèmes au président de la République. Ils leur ont dit, nous avons l'habitude d'interagir avec, n'est-ce pas, les compatriotes. Ils veulent à ce que vous puissiez répondre à leurs questions. Ça s'est passé de cette façon-là. C'est comme ça que madame a collecté un certain nombre de questions que les compatriotes ont coutume de poser dans ces différents comptes des réseaux, dans les réseaux sociaux. Et elle a préféré poser ces questions-là comme ça, de cette manière-là, au président de la République. Donc, ce ne sont pas des questions qui viennent de Tina Salama, de Madame Tina Salama, c'est des questions qui viennent en fait des compatriotes. Et lorsque je suivis, il faudra que nous puissions être aussi des bons comptes. Quand j'ai suivi les questions qui ont été posées, j'ai senti personnellement que c'était des questions qui venaient de nos compatriotes. Ça fait partie même des questions que nous nous sommes toujours posées souvent ici. La question en rapport avec l'EAC, les questions en rapport avec le fonctionnement de la justice, tout ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ce ne sont pas des questions en fait qui viennent de là-dedans pour que tu dises elle est jugée partie. Donc, il fallait suivre. Pour ce qui est mon cher ami commence à se faire passer comme un expert. Et moi, je suis un expert qui connaît la technique d'interrogation. Comment on fait pour interroger dans un procès, comment on peut... Parce qu'il y a un problème, il faut respecter les droits de la défense aussi. Lorsque, par exemple, vous interrogez quelqu'un vous dit que sur le moment, il n'est pas disposé à répondre et qu'il pourra répondre même après. Où est le problème? Tant qu'il y a d'autres, le magistrat peut poursuivre avec d'autres et revenir sur la même personne. Et je sais que dans la suite, n'est-ce pas, du procès, la personne a pu s'exprimer. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, j'ai suivi les procès. La personne a pu s'exprimer après. Donc, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. J'aimerais encore réagir à notre ami qui a dit... Non, je vais répondre à votre question. C'est important. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites ici. Il ne faut pas que ça reste comme ça dans l'opinion. Parce que l'opinion risque d'être désorientée par ce que Badioko a dit ici. Badioko dit le président de la République est le magistrat suprême. Le président de la République est magistrat suprême. Pourquoi?
Je t'ai dit, en tant que juriste, nous disons que le président de la République est magistrat suprême, notamment parce qu'il a ces pouvoirs-là de gracier quelqu'un qui a été condamné, et puis on rend la justice, c'est-à-dire les décisions de justice sont exécutées au nom du président de la République. C'est à ce titre-là qu'on considère le président de la République comme le magistrat suprême. Ça ne veut pas dire que le président de la République, tel qu'il est là, il a le pouvoir, n'est-ce pas, d'injonction sur, je ne sais pas moi, les magistrats et autres. Vous savez que dans ce pays, il y a un sérieux problème de métanoïa, un sérieux problème de transformation qualitative, un problème de mentalité. La corruption est endémique dans ces pays. Ce n'est pas quelque chose que le chef de l'État va résoudre en un tournement. Il arrive comme ça et en un tournement, il résout le problème de la corruption. C'est une gangrène. Nous parlons de la corruption comme pratiquement comme un cancer. Alors, on va... Et je pense que pour soigner un cancer, c'est pas une moindre des choses. Vous comprenez? S'il vous plaît. Donc nous venons de très loin. S'il vous plaît. Le président de la République... Soyez beaucoup plus... Voilà. Comment dire, aller un peu plus vite. Bon, j'aimerais... Vous étalez longuement sur une question. Non, au sujet... La deuxième, vous étalez également longuement. Alors, vous risquez de ne pas reprendre... Au sujet d'abord de Willy Bakonga, les gens ont toujours cru que Willy Bakonga a été poursuivi parce qu'il avait détourné de l'argent au niveau de l'EPST. D'abord, ça, c'est comme ça. Dans l'imaginaire collectif, c'est ça. Donc, il avait détourné de l'argent de la gratuité de l'enseignement. C'est comme si... Et pourtant, il n'a pas été arrêté pour ça. Il a été arrêté et condamné pour blanchiment d'argent, parce que vous savez que si vous voulez vous déplacer de ces pays, il faut avoir moins de 10 000 $. Lorsque vous quittez les pays avec un montant qui va au-delà des 10 000 $, des espèces, là, ça pose problème. C'est pour ça qu'il a été condamné. Mais quant à savoir comment il a été libéré, je pense que je ne peux pas m'avancer sur ces dossiers parce que moi, je n'ai pas la maîtrise de la manière dont il a quitté. J'ai simplement suivi la ministre de la Justice dire ne pas comprendre comment il est parvenu à sortir et tout ça. Donc je pense que ça fait partie, n'est-ce pas, des problèmes que nous connaissons, de la maladie même de notre société. C'est une maladie au sein de notre société. C'est une maladie au sein de notre société. Très bien, merci beaucoup. C'est une maladie au sein des sociétés de notre société qu'il faut combattre. On va finir avec... Mais je n'ai pas fini. Donc vous me coupez la parole, vous me donnez à peine, vous me donnez la parole, vous me coupez. Je ne me suis même pas exprimé. J'ai juste parlé un peu et puis... Non, mais j'ai fini, je chute. S'il vous plaît. Je chute, je suis en train de chuter, mon cher. Je n'ai pas vidé ce qu'il a dit. Monsieur Yves Badjoko, quels sont selon vous, parce que vous avez soutenu le fait que la justice elle ne fait pas bien son travail. Quels sont les faits qui démontrent que cette justice ne fait pas bien son travail? En dehors de ce qui a été cité, les magistrats véreux et tout, quels sont les autres éléments qui peuvent justifier le fait que la justice ne travaille pas bien? C'est la présence de M. Félix Tshisekedi en responsabilité. Ça justifie à suffisance. Est-ce qu'il appartient ça justifie à suffisance l'échec de la justice. Est-ce qu'il appartient au corps au corps des juges ou des corps judiciaires? Est-ce qu'il appartient au corps judiciaire? Au final, on va se demander, c'est que M. Félix Tshisekedi, vous allez nous poser la question au final de savoir ce que M. Félix Tshisekedi fait là où il est. Il ne faut pas nous poser cette question. Tout à l'heure, le coordonnateur Molika a évoqué la question de savoir quelles sont les réformes qui ont été mises en place. Il n'y a eu aucune réforme. Sur les questions des réformes, le quinquennat a été aussi vide que le fichier électoral de la CENI. Ils sont tous de vide. Donc c'est pourquoi on ne peut pas s'attarder sur les questions. Je vous entends venir en disant que les magistrats qui ont été recrutés, c'est une réforme. Ce n'est pas une réforme. Recruter des individus, recruter du personnel n'est pas ça rentre pas dans le cadre des réformes. On rentre pas dans le cadre d'aucune réforme. Réforme, il faut... Ça rentre de quoi? Ça rentre de quoi? Mais non, ça c'est une gestion normale. Encore que, même avec ce recrutement, nous sommes à un magistrat pour aller quasiment 20 000 Congolais. Est-ce que vous trouvez ça normal? On a parlé ici du système carcéral qui est allé totalement désarticulé, où les gens entrent et sortent plus radicalisés qu'autre chose. Quoi exactement? Mais lorsqu'on parle de réforme, on parle de la manière dont la justice doit fonctionner. De manière spécifique. On ne dit pas qu'il faut recruter un magistrat et l'envoyer à Boulungu. Non, là c'est normal. Il faut envoyer des magistrats à l'intérieur du pays parce qu'il en manque. C'est la manière dont la justice doit fonctionner. Il faut éviter
que même lorsqu'on a des responsabilités publiques, de prendre des grâces présidentielles qui vont en contradiction avec l'environnement social ou l'environnement judiciaire du moment. Il faudrait que lorsque on est mais avec les 145 territoires, il y aura essaimage des juridictions. Il y aura des juridictions presque partout. Pour les rencontrer sur le coup, il fallait que je réagisse à ça parce que parfois tu me coupes aussi la parole et j'oublie aussi certaines choses. Moi j'interromps très difficilement les co-débatteurs. Mais cependant, Moleka a évoqué la question de l'APLC. Mais l'APLC, vous vous souviendrez des premiers administrateurs de l'APLC qui avaient été eux-mêmes pris la main dans le sac dans une banque de la place. Donc la question est fondamentale. Ce sont des institutions qui ont été mises en place juste pour faire beau. Il y a encore la question de l'IGF. Moi, je vous ai dit ici à répétition que l'IGF n'était qu'un bras armé pour faire peur aux politiciens, les contraindre à suivre la voie que l'Union sacrée voulait imposer. Aujourd'hui, l'IGF se retrouve à nu parce que toutes les actions qu'elle a entreprises, toutes les actions qu'elle a menées n'ont abouti à rien, à aucune condamnation sur le plan judiciaire. Mais voilà. Non, mais moi, monsieur Tshisekedi et moi... Je voudrais poser la question de savoir quelles sont les réformes que vous, personnellement, en tant que politique, en tant que citoyen, vous souhaiterez bien voir dans cette justice. Mais ce que j'aimerais bien voir dans cette justice, c'est que d'abord, il faut réformer la question de manière générale, c'est vrai, en termes de fonctionnement, mais en termes d'abord de l'homme, de l'humain, du magistrat. On ne peut pas accorder 20 000 potentiels clients pour un seul magistrat. Il faut effectivement procéder à un recrutement. Ça, c'est sur le plan de la forme. Il faut effectivement développer des infrastructures. Il faut effectivement développer des... Non, je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes à un magistrat pour 20 000 Congolais. Ce n'est pas normal. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est de la poudre aux yeux. Deuxièmement, il faut prendre en compte l'humain. Il faut prendre en compte l'homme. C'est-à-dire qu'il faut construire des infrastructures qui puissent permettre aux magistrats d'exercer dans des environnements de sérénité qu'il faille. Troisième chose, il faut peut-être reformer, renforcer les statuts de ces magistrats qui ne doivent pas être à la solde des politiques et aussi dans la sanction. Monsieur Mwamba a dit tout à l'heure qu'il y avait des magistrats corrompus. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? S'il y a des magistrats corrompus, combien vous connaissez qu'on a mis derrière les barreaux? Effectivement, il faut appliquer les lois, les règlements de manière efficace et efficiente. Il y a plusieurs choses à faire. Si vous voulez que nous débattions sur notre projet de société, dont la base a déjà été posée avec le manifeste de Kisangani, organiser une émission et on va entrer de manière spécifique sur le fond des questions. Le manifeste de Kisangani. Voilà. Le manifeste de Kisangani qui a fait couler encre et salive au niveau de la Mouka. Alors, monsieur Christian Moleka, je vous pose la même question. Quelles sont les réformes que vous souhaiterez bien voir dans notre justice? Moi, j'aurais bien, par exemple, voulu que le Parlement vote une loi anticorruption. Et nous n'avons pas encore une loi anticorruption. Ça aurait été une bonne base pour le pays. Ensuite, qu'au-delà d'avoir créé l'APLC, que le pays puisse créer un parquet financier. Donc, des chambres spécialisées pour les répressions financières. Ça permettra d'avoir les juridictions ordinaires que nous avons déjà à côté, puis des juridictions spécialisées où on peut recruter des juges avec des profils bien déterminés pour avoir des juridictions spéciales en matière de répression financière et des poursuites de détournement de l'année publique. C'est une solution à court terme. Ensuite, à long terme, il faut activer le CEP. Nous avons le CEP au niveau de la fonction publique, l'Observatoire pour la lutte contre la prévention de la corruption. Le CEP existe, mais qui ne travaille pas. Et améliorer les conditions de vie des magistrats. Parce qu'on peut bien dire, c'est la pauvreté qui prédispose également à la corruption. Lorsque l'argent n'est pas mis à l'abri par des conditions décentes de vie, ne soyez pas surpris qu'ils soient exposés à la corruption. Et donc il faut améliorer les conditions de travail et de vie des magistrats. Il faut en ajouter aussi. Il faut en ajouter. Il y a 5 000 qu'on a ajouté. Il faut déjà les déployer. Bon, déjà, on a 5 000 qu'il faut déployer, qu'il faut installer. Il faut trouver des bureaux pour eux. Il faut trouver les conditions idéales de travail avant de recruter. Donc, commençons par injecter les 5 000 dans l'appareil judiciaire. C'est déjà un pas. Améliorer leurs conditions de travail. Et puis, aller avec cette loi anticorruption qui pourra nous aider également à avancer. Merci beaucoup, monsieur Moleka. Monsieur Pompon-Joly, suggestion. Bon, la superstructure détermine l'infrastructure. Il faut voir où travaillent les magistrats. C'est-à-dire leur bureau, ça ne leur permet pas. En dehors de ce qui a été dit par M. Moleka, est-ce qu'il y a autre chose? C'est ce que je dis, c'est pas ce qu'il lui a dit, je ne sais pas. Et puis l'amélioration, je vais contredire directement le maître qui est en face de moi. Pensez-vous, quelqu'un qui a, par exemple, 800 000 francs congolais, des 20 kidnappeurs qui touchent 500 000 $, 100 000 $, après la vente des organes,
Bon, ça a été démenti par... Non, mais je vous dis, moi, j'ai failli être enlevé. Je connais quelqu'un de Matete qui a passé 4 jours quelque part, il ne connaît pas l'endroit, il a vu comment on tuait les gens. Bon, il est là, Matete. Donc, la contradiction, c'est-à-dire qu'il faut faire un décalage entre les digues des politiques et la réalité de la société. C'est-à-dire cette amélioration doit permettre aux magistrats de donner le meilleur, de traiter cette structure en bon père de famille. Quoi encore et puis les lois. Le pays marche avec des lois. Christian vient de le dire, le Parlement doit voter une loi. Ça, il l'a dit déjà. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, vous savez, pourquoi on vote des lois? Les lois, on les vote par rapport aux réalités sociopolitiques d'un contrée. Mais nous, au niveau du Parlement, on voit des lois, on se pose des questions. Est-ce que ces lois, ça rime avec nos réalités? Non. Il y a un député à la session de septembre passé. Il vient avec une proposition de loi sur la transplantation des organes génitaux. Des organes humains plutôt. Moi, je me suis posé la question, est-ce que ce député ne serait pas parti des bandes de ces gens qui enlèvent les gens? Comment tu peux venir avec une telle proposition? Vous voyez? Or, la société a beaucoup de mots. On a besoin de propositions de loi qui riment avec nos réalités. Par exemple, la proposition des Christians. Parce qu'aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on vole l'argent de l'État. Il y a une publication, je crois, en 2002, la publication de USAID, qui dit que chaque année, l'État congolais perd plus de 14 milliards de dollars, alors qu'à ce moment, on avait un budget de 2 milliards. Et ces 2 milliards, l'USAID a bien stampillé, ça se trouve au niveau de nos dirigeants politiques, voyez-vous. Parce que les dirigeants volent, ils savent que devant moi, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire, lorsque vous promenez avec un affaire, il faut les piétiner pour qu'ils sachent qu'il est accompagné. Eux, qu'est-ce qui fait peur? C'est la loi et l'applicabilité de ces lois-là. Surtout que l'accompagnement aussi de la population avec le contrôle citoyen pour que les politiques sentent que nous sommes devant une population mature. Voilà. Le pays marche toujours avec des réformes. Sans réforme, le pays Merci beaucoup. Mais je pense qu'avant de passer à l'autre sujet, c'est important que je réagisse un peu vite fait. Que je réagisse un peu vite fait. Je pense qu'on va... Vous allez réagir. Non, c'est quand même important que je dise ce que je veux dire. Deuxième sujet, mesdames et messieurs. Deuxième sujet, vous allez réagir. Deuxième sujet, mesdames et messieurs. Le chef de l'État l'a dit, son plus grand regret, parmi ses regrets, son plus grand regret, c'est la dissolution, c'est la fin plutôt de la coalition FCC-Cash. Il y a eu des commentaires dans tous les sens, des compréhensions, chacun a compris aussi de sa manière. Alors on va se poser la question, quand est-ce qu'une coalition se forme et quand est-ce qu'elle se dissout du point de vue, qu'en dit la loi? Je commence avec un juriste, qu'en dit la loi? Bon, j'aimerais d'abord réagir à ce qui a été dit ici, vite fait, et je pense que après je vais aborder la deuxième thématique. Ce que j'aimerais dire en rapport avec les conditions de vie des magistrats, c'est que ça c'est un problème qui est global, qui concerne presque tous les Congolais. Et l'État congolais paye les fonctionnaires ou bien ses agents en fonction au prorata de ce qu'il y a dans les scarcelles. Ce qui fait que les sacrifices, c'est presque tout le monde qui fait les sacrifices. Déjà, quand vous avez un magistrat qui te touche pratiquement, les nouveaux ici vont toucher 1500 $. Quand vous avez déjà 1500 $, c'est déjà bon. Pour un débit dans un pays qui est le nôtre, avec les budgets que nous avons, donc 1500 $, je crois que ça peut faire l'affaire. Bien sûr qu'il y a des efforts dans le sens de faire en sorte qu'il faut maintenant désormais commencer à grappiller dans les institutions, parce que on dit qu'il faut réduire les trains de vie des institutions. Je crois que le président est sur la brèche. On est en train de faire en sorte qu'on réduise les trains de vie des institutions pour qu'il y ait, à proprement parler, une répartition, une ventilation équitable de nos ressources. Donc c'est un peu ça. Donc nous avions un tissu social lézardé. Avec un tissu social lézardé, les efforts qui sont en train d'être faits, je pense qu'on améliore petit à petit les conditions de vie. Donc que les magistrats ne pensent pas que ces problèmes-là, ça les concerne seulement eux. C'est un problème qui concerne tout le monde. Il est question que tout le monde fasse quelque part les sacrifices pour que notre pays aille de l'avant. Ce n'est pas parce qu'on vous paie, par exemple, si c'est 1000 $, que vous devez prendre 100 000 $. Même si on vous donnait même si on vous payait $1 million, vous allez toujours prendre. On dit en français qui
il y a un adage qui dit quoi? Quand quelqu'un vole, quand quelqu'un vole un œuf, je crois. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Voilà, qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc vous comprenez? Qui vole un œuf, vole un bœuf, comme on dit. Et donc c'est comme ça que j'insiste sur le fait que c'est un problème de mentalité. Donc c'est pas seulement un problème d'argent ou des conditions, non. Il y a des efforts qui sont menés. Et il y a aussi notre préoccupation en rapport avec les magistrats. J'ai suivi des amis qui ont dit qu'on a recruté de nouveaux magistrats, mais quand est-ce qu'ils seront déployés? Donc ça prend du temps. Vous savez que il fallait, après avoir réussi au texte, il y avait une commission qui avait été créée pour aller vérifier si réellement les documents qui ont été déposés par les différents candidats sont authentiques. Il fallait descendre dans différentes universités à travers la République. Vous pouvez parler. À travers différentes des universités, il fallait qu'on aille vérifier dans différentes universités. Et puis après, le président de la République sur les 5 000 n'a nommé que 2500 d'abord. Vous comprenez, le gouvernement a estimé qu'on devait commencer d'abord avec 2500. Et puis, ces 2500-là sont nommés, viennent d'être nommés récemment. Ils doivent d'abord commencer avec une formation. Ce n'est pas que vous finissez l'université, vous devenez magistrat, et bon, vous non magistrat, vous commencez à travailler. Non. Il y a aussi un temps pour la formation. Tout ça, ça nécessite de moyens, ça prend du temps. Et pour ce qui est du début d'une coalition, une coalition commence au moment où on se rend compte qu'il n'y a aucun parti politique qui a, n'est-ce pas, atteint la majorité au niveau du Parlement. Parce que nous avions affaire ici à une coalition, en fait, une coalition parlementaire, pour bien dire, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui a atteint la majorité. Il fallait maintenant que les partis coopèrent, n'est-ce pas, pour constituer une coalition à l'effet de sortir un gouvernement. C'est comme ça que ça s'est passé, parce que le président de la République, lui, il a été élu, mais il était obligé de cohabiter avec les FCC, qui avaient, c'est pas moi, la majorité au niveau parlementaire, pour qu'on puisse avoir un gouvernement de cohabitation qui allait permettre à ce que les pays soient quand même mieux gérés. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et ça prend fin à quel moment? Ça prend fin peut-être par les jeux politiques en dehors de la période électorale. Parce que nous étions en dehors de la période électorale. C'est par des jeux politiques. S'il y a une crise au sein de la coalition, quand la crise est constatée, au même moment que la crise est constatée, la coalition prend fin. Parce que là, la conséquence de la crise, c'est que le gouvernement tombe. Et lorsque le gouvernement tombe, peut changer en cours de mandat. Ça peut changer en cours de mandat, effectivement, par des jeux politiques. Oui, par des jeux politiques, ça peut changer en cours de mandat. C'est là qu'il s'est posé un problème du fameux, parce qu'on parle souvent du mandat non impératif. Oui. Du mandat non impératif par rapport aux députés nationaux. Vous comprenez? Voilà, on a parlé du mandat non impératif par rapport aux députés. Merci. Donc c'est un débat que nous pouvons, c'est bien que nous pouvons davantage développer. Ça dépend, si vous avez le temps, bien sûr. Parce que vous avez toujours tendance à nous interrompre. Voilà, donc c'est ça. Monsieur Pompon, votre lecture, quand est-ce qu'une coalition se forme et se dissout? Bon. Ici, nous parlons de la coalition au niveau des parlements, hein, parce qu'en politique, la coalition se forme et se dissout à tout moment. Hein. Il y a aussi des coalitions, des ramifications circonstancielles telles qu'elle est avec les 4 leaders. C'est aussi une coalition politique. Mais sauf que, par rapport à votre question, la réponse est au niveau de la Constitution, à son article 78. Quand est-ce qu'on organise un gouvernement? Le gouvernement, c'est une émanation de la majorité parlementaire. Alors, lorsque les présidents constatent qu'il n'a pas cette majorité, il nomme un formateur pour chercher à coaliser ou à conglomérer avec d'autres partis pour créer une majorité afin qu'il puisse nommer un premier ministre. Parce que lui et le premier ministre, c'est eux qui définissent le gouvernement, la politique. Maintenant, au niveau des FCC Cash, ce qui s'est passé, Maître vient de le dire, mais il a survolé. Vous n'avez pas fini la question. Au niveau de la dissolution, quand est-ce qu'elle s'est dissoute? C'est ce que j'ai dit, j'en arrive. Je suis en train d'agencer mes idées. C'est-à-dire que la coalition FCC Cash, c'est un peu de nouveau la deuxième fois qu'on a vécu ça dans notre pays. Hein. Tshisekedi arrive comme président sans la majorité parlementaire. Mais il ne peut pas avancer comme ça sans la majorité, il fallait créer une majorité. Il a nommé... Mais non, il y a eu une coalition entre lui et Kabila, donc FCC et Lamuka. Et FCC avait ses députés.
Or, en cours de mandat, on ne peut pas changer, réqualifier une majorité. Ça, c'était systématiquement, il a empiété la Constitution. Parce Quel article a été empiété? Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui dit qu'un député peut quitter son parti au cours d'un mandat pour aller dans un autre parti. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Or, aujourd'hui, on a vu avec les députés, même Ogui, qui a été aligné dans la liste des FCC, mais aujourd'hui se retrouve à l'Union sacrée et ça laisse à désirer. C'est-à-dire que le président a usé de son pouvoir. Moi, je crois qu'il a fait quelque chose qu'on n'a jamais vécu en réqualifiant la majorité pour dissoudre cette coalition. Il a même fait allusion... Pourquoi est-ce que ça ne peut pas changer? Pourquoi ça ne peut pas changer? Parce que la loi ne permet pas. Quelle disposition particulièrement? Il faut lire maintenant la loi électorale. Lorsque vous êtes élu dans un parti politique, vous avez un mandat de 5 ans. Vous ne pouvez pas quitter ces partis pour aller dans un autre parti. Lorsque vous quittez les partis pour aller dans un autre parti, vous perdez votre siège. Mais si les partis vous chassent, vous gardez votre siège. C'est dans la loi électorale. Je ne sais pas la disposition, on peut chercher ça. Je pense que la loi, il y a une disposition, je ne sais pas. Il y a une disposition là. C'est-à-dire que le député ne peut pas quitter de son gré son parti qu'il a élu, qu'il a aligné en tant que candidat et aujourd'hui il est député. Il ne peut pas quitter. S'il quitte de son propre gré, il perd son siège. Mais si les partis décident de chasser les députés, là les députés gardent son siège. Très bien. Vous voyez? Monsieur Yves, votre lecture, votre point de vue. Quand est-ce qu'une coalition se forme et se dissout? Merci pour la question, mais je vais juste rebondir sur ce que Mwamba a dit. La question des magistrats n'est pas spécifique aux magistrats, à leurs conditions de vie. Effectivement, on est d'accord au moins sur un point, c'est que les conditions de vie de toute la population congolaise sont exécrables, à l'exception de ceux de l'Union sacrée avec M. Félix Tshisekedi en tête, qui peuvent se targuer d'avoir des conditions de vie décentes. Vous dites que les magistrats auront 1 500 $. J'aimerais bien savoir combien gagne M. Félix Tshisekedi pour se permettre 17 000 $. Eh bien, très intéressant. Alors, avec 17 000 $, on est capable d'offrir des véhicules palissades à 55 000 $, 60 000 $ aux députés. Donc voilà les questions sur lesquelles, quand on dit que la question de la justice est théâtralisée avec M. Félix Tshisekedi, on aura au moins un point en commun où on est d'accord. Quand est-ce que la coalition s'est créée? La coalition s'est créée à la suite des élections. Ce n'est qu'à la suite d'élections qu'on peut, cette fois-là, constater et mettre en place des coalitions parlementaires de manière spécifique. À côté, je voudrais dire à mon co-débatteur que les 4 candidats présidents n'ont pas formé des coalitions. C'était juste un bémol. Mais la formation d'une coalition parlementaire ne peut se faire qu'à la suite des élections. D'accord. Lorsque celui qui entre en responsabilité en tant que président, qu'à la suite des élections, il n'y a aucun autre moment où on peut reconstituer une coalition parlementaire. Pourquoi? Parce que au début de la législature, chaque député s'inscrit. Il s'inscrit en tant que majorité ou il s'inscrit en tant que opposition. Et ça, c'est figé dans le marbre pour toute la législature. On ne peut pas, pendant une législature, dire voilà, moi je quitte l'opposition pour arriver dans la majorité. Ça ne se fait pas. On permet aux députés de devenir des non-alignés aussi, mon cher ami. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a une autre option, mais il y a une autre option, c'est que vous pouvez devenir non-aligné. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que vous ne vous définissez ni dans la majorité, ni dans l'opposition. On est d'accord avec mon ami Freddy Mwamba. Mais ce qui a été fait par M. Félix Tshisekedi est totalement ahurissant. Il a bradé toutes les lois de la République, toutes les lois et les règlements parlementaires pour coaliser, pour constituer sa coalition. Je rappelle toujours que nous ne sommes pas un pays qui évolue en vase clos. Je vais vous donner un exemple très précis. Israël. Israël a été obligé de faire 6 fois des élections parce qu'il n'arrivait pas à identifier une majorité et parce que les partis en présence n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour désigner un premier ministre. Ce n'est qu'à la suite des élections qu'on peut constituer une majorité. Ce que mon ami Mwamba veut justifier en disant qu'on peut la défaire sur base des crises, eh bien quelle crise? Je voudrais que vous soyez précis. Parce que lorsqu'on constate une crise entre le Parlement et le gouvernement, il n'y a qu'une seule solution. La seule solution, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et de ce fait, le gouvernement tombe parce qu'elle en est une émanation.
nation. Et vous dites quelque chose de très grave, que M. Félix Tshisekedi ne pouvait pas évoluer sans coalition. C'est faux. Parce que les lois de notre République nous permettent d'avoir, comment on appelle ça, une cohabitation. Où le président n'a pas la majorité, mais c'est le Parlement qui détient sa majorité, soit avec l'opposition, soit avec d'autres formations de non-alignés. Merci beaucoup. Donc il y a possibilité... Mais ce qui a été fait, justement... Non, ça n'a jamais été fait. La cohabitation, il y a eu cohabitation entre l'FCC-CACH. Il n'y a jamais eu de cohabitation. Mais bien sûr. Il n'y a jamais eu de cohabitation. Bon, c'est la coalition plutôt. Bien sûr, c'est bien sûr. C'était une coalition initialement, et puis après... elle a été parce que la proposition a été faite par, je crois, les FCC pensaient qu'on pouvait même cohabiter. C'est qui allait être... Il y avait une possibilité de gestion. La cohabitation est une possibilité de gestion parlementaire. Non, elle n'est pas possible. Dans le contexte qui est le nôtre... Chirac et Mitterrand l'ont bien. Écoute, avec... C'est pas la même classe politique. C'est différent. Se forme et se dissout. Bon, cette question, elle est... En sciences politiques, on parle de 3 types d'alternance. Il y a... 3 types d'alternance. 3 types d'alternance. Il y a l'alternance dont tout le monde parle, c'est l'alternance au pouvoir. Vous avez par exemple une opposition qui vient remplacer l'ancien pouvoir, et donc vous avez une alternance au pouvoir. Mais également une alternance des majorités. Ça veut dire que vous avez une majorité qui est dirigée, qui peut être changée par une autre majorité. Le problème, ce n'est pas au niveau... parce que c'est possible de changer de majorité en pleine législature. On parle d'alternance médiatisée. Ouais. Le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est qu'au début de la législature, la majorité qui est au pouvoir a changé les règlements intérieurs. Oui. Et dans le changement... Vous parlez de la majorité... Au début de la législature de 2018, le règlement intérieur a été modifié. De l'Assemblée nationale? Oui, a été modifié. Parce que parmi les choses qu'on fait, avant d'installer le bureau, c'est de voter le règlement intérieur. C'est pas modifier, c'est voter le règlement intérieur. D'ailleurs, lorsque je dis modifier, cette charge-là. Lorsque je dis modifier, ça veut dire qu'on a amendé l'ancien règlement intérieur. Oui. Et dans les dispositifs qu'on a ajoutés, on a inséré le dispositif sur lequel que les majorités devaient se constater en début de législature, et ensuite les partis politiques devaient rester comme tels jusqu'à la fin de la législature. C'est le verrou judiciaire que le PPRD a introduit en début de mandature pour, entre guillemets, rendre rigide la majorité. Parce que l'enjeu, c'était comment nous gardons la majorité parlementaire. Et donc, si on est dans un débat de droit, le débat, c'est, il y a des dispositifs du règlement intérieur qui ont été intégrés en début de mandature, qui ont été violés. Mais qui sont anticonstitutionnels. Qui ont été violés. Non, c'est pas anticonstitutionnel. En changeant les majorités. Et donc, dans un débat de droit, on discuterait de la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parce que les dispositifs ont été insérés en début législatif et ont gelé en quelque sorte les majorités. Mais d'un point de vue politique, ces verrous-là qui ont été introduits en droit, c'était des verrous politiques pour maintenir un équilibre de force, sorti des urnes de 2018 et maintenir un statu quo politique. Vous voyez, maintenant l'alternance médiatisée, c'est l'alternance politique, mais qui ne veut pas dire sans tenir compte du droit. Le problème, c'est que nous avions un verrou de droit qui a été posé en début de législature, et donc si on doit rester dans votre question en termes de droit, on dirait que la majorité de 2018 devait demeurer jusqu'en 2023, en s'appuyant sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est un débat de droit. Actuellement. Qui est toujours en vue. Parce que le règlement n'a pas été modifié. Le règlement n'a pas été modifié, le règlement demeure. Et donc, si on doit rester en conformité avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette majorité ne devait pas changer jusqu'en fin de législature. D'un point de vue politique? D'un point de vue politique, c'est que c'est facile, c'est un changement des rapports des forces politiques qui a remis en question les équilibres et qui a violé les lois. Parce que le jeu politique ne se fait pas sans tenir compte d'un cadre. Le jeu politique se fait dans un cadre et le cadre, il est réglementaire pour le cas d'espèce. Il y a une violation des lois du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Et donc, si on devait continuer avec l'ancienne coalition, on devait toujours avoir coalition. On devait dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée devait être normalement dissoudre l'Assemblée et convoquer des élections anticipées, quitte à avoir une nouvelle majorité qui se dessinerait. Bon, Maître Freddy. Perdu ou quoi? Bon, Maître Freddy. Non, moi je pense que ces règlements, ce qui était prévu même dans ces règlements d'ordre intérieur est anticonstitutionnel. Parce que le mandat d'un député, la loi dit les mandats impératifs est nul. Ça, c'est ce que dit notre Constitution. Quand on dit les mandats impératifs est nul, ça veut dire quoi? Là, c'est quelle disposition? Les mandats impératifs est nul. Ça, c'est ce qui est prévu au sein de notre, dans notre Constitution.
Les mandats impératifs et nuls. Donc ça veut dire... Donc les mandats impératifs et nuls, ça veut dire que un député national est libre d'exercer en tant que... Lorsqu'il veut faire ses choix politiques, il est libre de faire ses choix politiques. Est-ce qu'on peut lire? Donc vous ne pouvez pas obliger un député, n'est-ce pas, de demeurer seulement ad vitam aeternam dans le point de vue que lui impose, par exemple, son parti politique. Non, pas du tout. Il est libre de faire ses choix politiques en tant que député national, quand il exerce comme député national. Maintenant, dans son exercice, un député peut se dire, bon, maintenant, il y a des jeux politiques qui se font au sein de l'Assemblée nationale, j'opte pour tel point de vue ou tel autre point de vue, sans forcément quitter son parti politique. Sans forcément quitter son parti politique. Un député est libre de... Mandat impératif est nul. Donc, le mandat impératif est nul. Donc, c'est pas... C'est un débat, c'est une problématique, c'est une problématique cruciale. Je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter. C'est quelle disposition? C'est une disposition constitutionnelle, mais le problème, c'est l'interprétation qu'il en fait. En fait, on part dans un débat profond. Le mandat impératif est lié à ce qu'on appelle le lien de la représentation. Ça veut dire, lorsque je suis élu député national de Lukunga, n'est-ce pas? Je suis censé représenter un corps électoral, qui est Lukunga. Mais dans l'exercice de mon mandat, le député a un mandat national. Voilà. Il n'est pas tenu de s'exprimer uniquement au nom de son corps électoral d'où il vient. Donc un député national élu de Lukunga peut parler des problématiques des Goma. C'est ça la nullité des mandats des députés. Il peut parler des problèmes de Kisangani sans être lié dans la représentation par le corps électoral d'où il vient. Maintenant, est-ce qu'il faut l'extrapoler au corps politique, sachant que le siège n'appartient pas aux députés, le siège appartient à la liste, donc au parti politique, au regroupement politique. Et dès l'instant où le siège n'est pas attribué aux députés, le siège est attribué à la liste du regroupement ou du parti politique qui gagne. C'est la liste AAB et c'est la personne qui obtient le plus de voix dans la liste AAB qui obtient le siège. C'est pour cela que lorsque le député n'est plus en harmonie avec son parti politique et qu'il le quitte, il perd le siège. Parce que le siège appartient à la liste du parti politique. C'est très différent. Ce qu'il dit là, c'est selon Jean-Jacques Rousseau. C'est très différent. Oui, ça c'est selon les textes. Pour Rousseau, c'est comme ça que Rousseau lui définit les mandats impératifs. C'est très différent de la liberté. C'est-à-dire que vous avez été élu par des gens et vous êtes obligé de faire ce que ceux qui vous ont élu vous demandent de faire. C'est ça les mandats impératifs selon Jean-Jacques Rousseau. Ça c'est ce que lui dit. Mais moi je ne suis pas dans cette logique-là de Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est un débat. Donc moi je me base sur ce que dit effectivement notre Constitution et l'interprétation que je fais, c'est une interprétation qui est... Je n'ai pas dit que ce n'est pas discutable, c'est aussi discutable, mais c'est une interprétation qui vaut aussi. Oui, qui vaut, parce que le député national ne peut pas être lié forcément à ce que lui demande de faire, que son parti politique lui demande de faire. C'est un débat, ça dit que donc c'est ça. Dans son comportement politique, le député n'est pas forcément esclave de la rigidité du parti politique. Merci beaucoup. C'est ça l'essence du mandat impératif. C'est aussi l'essence du mandat impératif, donc question dans notre Constitution. 9 minutes. Qui est nul. On a eu une explication à Jean-Jacques Rousseau et on a eu une explication à Lambata. Monsieur Mwamba, vous faites une explication à Lambata. Et c'est dommage. Pas à Lambata, c'est le droit, mon cher ami. Au-delà de la stature nationale des députés, même s'ils sont élus dans différentes circonscriptions, le mandat d'un impératif, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé forcément de suivre la ligne que votre parti vous impose dans les cadres de l'exécution de votre mandat. Si on veut voter, par exemple... Vous avez donné une très bonne explication, d'ailleurs. Je suis en train d'aller. Si on vote une loi pour laquelle votre parti n'est pas favorable, mais que vous êtes favorable, vous avez la latitude de voter pour ou contre. Vous avez cette latitude-là. Mais ici, on ne parle pas d'un choix. Ici, on parle d'un positionnement dans une majorité ou dans l'opposition. Et c'est très différent. Ça ne relève même pas de ce que vous êtes en train de... Non, mais c'est un choix qu'il faut faire, qu'un député doit faire. Mais ce choix, vous le faites en début de législature. Et vous n'y revenez pas. C'est ça que nous voulons tenter de vous expliquer. Sinon, c'est que si on s'engage dans ce que vous êtes en train de dire, ce sera la chaîne lit. Ce sera la République, c'est dans la rue. Alors, ça n'a rien à voir. Pourquoi nous obligerons-nous à aller aux élections suivant des listes électorales bien déterminées? Pourquoi est-ce que le mandat, comme a dit M. Oleka tout à l'heure, le mandat appartiendrait aux partis politiques
et au regroupement politique et non pas à l'individu qui se présente. Ça aurait été plus simple si on doit suivre votre explication de donner le mandat à l'individu. Comme ça, il pourrait être libre d'évoquer des part et d'autre. Lorsqu'il y a des choix politiques que vous, intrinsèquement, vous jugez inadaptés ou incompréhensibles pour vous, vous avez cette latitude de quitter ce mandat, de quitter votre parti politique. Parce que dans le parti politique, il y a une règle d'or, c'est la discipline. Si vous estimez que vous n'êtes plus en conformité avec la discipline qu'impose votre parti, eh bien vous voulez partir. Mais c'est que la conséquence qui suit, c'est que vous perdez votre mandat. Là, si donc, vous quittez, l'explication... l'article 110 de la Constitution, là, si vous quittez, l'explication... mais ils n'ont pas quitté leur parti politique. Non, monsieur le vice-premier ministre Liao a quitté le PPRD. Il est récemment, là, c'est maintenant. Non, n'empêche récemment. Et alors, est-ce qu'il Il a perdu son mandat? député. A-t-il perdu son mandat? Il est non, ministre, la réponse il est est non. député. Mais non, est-ce qu'il a perdu son mandat, oui ou non? La réponse est non. Ça, il faut Je pense vérifier que au niveau même du dans les Parlement, cadres, parce que c'est trop récent. Même dans les cadres C'est vraiment trop récent. Mais tout est lié. Le premier et le deuxième sujet ici, tout est lié. Merci parce beaucoup. que c'est la justice qui doit être le fil conducteur de toutes les actions, même les actions politiques. Heureusement que mon confrère, mon co-débatteur Moleka s'est rattrapé à la fin, sinon j'allais tomber de la chaise lorsqu'il a parlé de changement de majorité en cours des législatures et qu'il a expliqué que c'était plutôt un aspect politique et non pas un aspect légal. Mais si ça s'écarte de la légalité, alors ça n'a pas sa raison d'être. Si ça s'écarte de la, ça n'a pas sa raison. On ne s'est pas écarté de la légalité. une- Parce que vous ne m'avez pas donné un seul argument ici qui Ça ne tient pas debout le fait que le mandat, c'est le mandat du parti et non de l'individu, du député. Bon, je ne sais pas. Les mandats du Ne vous parti... noyez pas, monsieur Mwamba. Le Ne mandat vous du noyez pas. parti, non, faut pas, Vous allez vous noyer. faut pas vouloir que je puisse abonder dans le même sens que vous. Donc nous pas sommes vous. dans un débat. Je suis libre Vous de pouvez mettre choisir mon de point vous noyer, vue. c'est un suicide Voilà. personnel. Donc ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Bon, ce que moi je pense, c'est que ici, il ne s'agit pas, c'est-à-dire l'intelligence qu'il y a lorsqu'on dit le mandat est non impératif, l'intelligence qu'il y a derrière, parce que vous êtes en train de voir seulement la lettre. Il faut voir l'esprit. Il faut voir aussi l'esprit. L'esprit de cet article-là veut tout simplement nous faire voir qu'un député national ne doit pas être lié. Vous comprenez? Comportement. Dans l'exercice de ses fonctions Le parlementaires, débat ne se pose plus alors. il ne doit pas être lié dans l'exercice de ses fonctions parlementaires. C'est ça l'esprit. Il faut qu'on lui donne la latitude, il faut qu'il ait assez de coups de franche pour pouvoir s'exprimer. Ben oui, là, Parce on est qu'il d'accord. représente. C'est ça S'exprimer, on est c'est ça d'accord. l'esprit. Il faut Mais qu'il pas ait assez de changer. coups de franche. Mais si vous avez affaire à un député qui est lié à son parti politique, parce que c'est le mandat du parti politique, dont le parti politique peut lui dire faites ça, lui il se comporte comme un automate. Machinalement, il respecte tout ce qu'on lui dit. Toi, tu vois qu'à ce moment-là, le pays va évoluer comment? Le pays ne va pas évoluer. Très bien. Et donc, ce qui a été fait, moi, je pense que c'est même anticonstitutionnel. Qu'est-ce qui a été fait? Le règlement intérieur. Les règlements intérieurs pour dire que non, les mandats, il faut que ça soit seulement un mandat de... Non. C'est anticonstitutionnel d'après moi. Parce que, en fait, et puis lorsqu'il y a un conflit entre, par exemple, la Constitution Il a beaucoup la parole. et un règlement d'ordre intérieur, Monsieur Mwamba a beaucoup la parole. comme la Constitution est le sommet de l'ordonnancement juridique, on suit ce qu'il y a dans la Constitution, c'est clair, mon cher ami. On ne va pas suivre ce qu'il y a dans les règlements d'ordre intérieur. 30 secondes. Juste un mot pour terminer. L'une des faiblesses du FCC à l'époque, je comprends, c'était composé de beaucoup de juristes, c'est de penser qu'on peut réguler le jeu politique uniquement par l'élection des normes. Rappelez-vous, en 2015, on tente de modifier le fameux article 8 qui crée des problèmes ici, en réglant le problème uniquement par les lois. Rappelez-vous, en 2011, on modifie le tour présidentiel pour réguler le jeu politique par les lois. Cette approche de vouloir tout réguler par les normes, c'est la même approche qui s'est faite en 2018 en pensant gérer une majorité par un dispositif réglementaire. Alors que le jeu politique, il est plus complexe et parfois il sort du cadre du cadre de droit et c'est le fait politique qui crée le droit. Cette façon de vouloir... C'est tolérable. C'est tolérable. C'est un rapport de force. Le rapport de force n'est pas Mais non, est-ce tolérable. que c'est tolérable? C'est ça la Les question. rapports de force n'est pas tolérable. Le rapport de force s'impose. Et donc,
Malheureusement, on peut faire Vous ne définissez pas une république démocratique lorsque vous dites que c'est la force qui s'impose. Alors, il vous parle de la politique. À l'encontre, Ce sont des pesanteurs politiques. mais nous sommes dans quel système politique? Je parle du jeu politique. Ce sont des pesanteurs politiques qui ne sont pas toujours. J'ai fini par là. Donc, le jeu politique, le rapport des forces politiques ne sont pas toujours dépendantes des rapports des forces juridiques, particulièrement dans nos États assez fragiles. Donc, à l'espèce, c'était uniquement en phase avec la Constitution. C'était uniquement à ce dispositif de droit. C'était tactiquement une erreur. Merci. À l'espèce, c'était en phase avec la Constitution. Nous la part en deux. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des mandats impératifs d'un député, je pense que Christian l'a si bien expliqué, mais tellement Il a si bien expliqué. Oui, tellement maître est trop penché de sa famille politique. Des fois, vous avez vu, quand il a pris la parole pour la dernière fois, il s'est balbutié. Au début, c'était vraiment avec de la ridiculise. En fait, le mandat, c'est par rapport à la circonscription. Il n'y a qu'une seule personne qui a une circonscription nationale, c'est le président de la République. Le reste des 500 députés ont des circonscriptions bien structurées par rapport à la loi électorale. C'est ainsi que vous avez vu au niveau de l'Assemblée nationale, on vient de voter la loi sur la répartition des sièges. On n'a pas réparti les sièges pour un président. C'est-à-dire, dès que tu veux voter par exemple à Moamba chez moi, il y a 5 communes. Nous avons porté par exemple maître comme député, il y a 11 sièges je pense. Il quitte Moamba pour aller à l'Assemblée nationale, il ne va pas parler pendant 5 ans que de Moamba. Là maintenant, il prend les Kazakhs de 26 provinces. Il représente maintenant la nation. C'est ça. Donc il quitte l'impérial. Donc il n'est pas attaché impérativement avec sa circonscription, c'est ça. Vous avez parlé de la Constitution. Alors, le fait d'être impératif, il n'est pas lié à sa circonscription. Non, il n'est pas lié. La circonscription, on parle du mandat impératif. Il est lié. Nul. Le mandat, je ne sais pas si vous comprenez. Il est lié. C'est limite seulement au mandat. Il est lié. Il est lié par rapport à la compétition. C'est-à-dire, nous sommes dans une période de 20, c'est les élections. Là, je suis là. J'ai fait un tour par rapport aux 5 à mes communes. Ngaba m'a été voté, moi, ainsi de suite. Dès que je quitte après la publication par la CNI et la confirmation par la Cour, là, je suis à l'Assemblée nationale comme un député représentant des peuples, non représentant des Mohamba. Vous voyez? Maintenant, vous parlez du règlement intérieur. Vous savez comment on élabore le règlement? C'est le CG de l'Assemblée nationale pour une période. Avant la vérification des documents des nouveaux députés élus, ils présentent au nouveau bureau le règlement intérieur en s'appuyant à la loi mère qui est la Constitution. D'ailleurs, c'est la Cour qui fait le pesanteur, c'est-à-dire la conformité si à la Constitution. Le règlement rime avec la Constitution. Toutes les lois, c'est comme ça. Donc, lorsque vous empiétez le règlement intérieur, directement vous empiétez certaines dispositions de la Constitution. Faut pas Non, mais mon cher ami, ça, papa. Même les gens ne sont pas parfaits. Attendez. Parfois, nous avons des dispositions constitutionnelles. Non. Parfois, nous avons des dispositions constitutionnelles et vous voyez d'autres lois qui sont en conflit avec la Constitution. Qu'est-ce que vous allez me dire? Il y a toute une panoplie de lois. Dans l'arsenal juridique congolais, il y a toute une panoplie de lois qui sont en conflit avec la Constitution. En réalité, ces débats, en réalité, si un jour... C'est des êtres humains, ça peut les échapper. La politique est subordonné au droit. C'est-à-dire que l'opérateur politique, des fois, ne regarde même pas le... Mon cher, vous insistez sur le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi vous parlez de Jean-Jacques Rousseau? Ouais, parce que c'est ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui parle du contrat social. Où vous avez la population, LR élus, qui se sont dit, les élus... Merci, messieurs. Je vais citer... La population qui a dit, voilà, vous allez faire ça quand vous allez aller au Parlement. Il y a un contrat social qui est... Mais nous ne sommes pas dans ça par rapport à notre constitution. Mesdames et messieurs, lorsque vous quittez un parti, vous perdez votre siège. C'est comme ça la loi. Merci beaucoup, monsieur Pompon Joly. Merci beaucoup, monsieur Christian Moleka. Merci beaucoup, maître Freddy Mwamba. Merci beaucoup, monsieur Yves Badjoko. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez tiré quand même des leçons de cette émission sur la justice et sur la majorité parlementaire au cours d'une législature. Je vous dis demain à demain pour un autre débat avec d'autres invités. Portez-vous bien. À demain.